Chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour être les premiers informés des nouveautés. En entrant dans la zone de réception, j'ai aperçu le regard effrayé dans les yeux de la secrétaire. Elle a sauté de derrière son bureau et a bloqué l'entrée du bureau avec ses seins. Jenny m'a demandé de ne laisser entrer personne. Elle est très occupée. Elle a presque écarté les bras, essayant de me bloquer le passage. J'ai déplacé le dossier dans ma main gauche et avec ma droite, j'ai doucement écarté son corps manucuré. C'est bon, Zara, cela ne s'applique pas à moi. J'ai appuyé sur la poignée et j'ai tiré la porte vers moi. Ma femme sauta rapidement du canapé contre le mur, luttant pour boutonner son chemisier. L'homme à sa droite, un homme aux proportions majestueuses, ne bougea pas de son siège, continuant à me regarder avec un sourire arrogant. Eric, qu'est-ce que tu fais ici? Je te l'ai dit. Elle prit une grande gorgée d'air. Personne n'entre. J'ai continué pour elle. Je pensais que cela ne s'appliquait pas à moi. L'homme se leva, ajusta sa veste et se dirigea vers la porte. Jenny, nous parlerons plus tard. Il sourit victorieusement en attendant votre appel. Le playboy m'a contourné en tant que personnage sans importance et est parti. Ma femme s'est effondrée sur une chaise. Pourquoi faites-vous irruption dans mon bureau sans frapper? Jenny a essayé de maîtriser la situation. Vous portez atteinte à mon autorité en tant que cadre, et embrasser l'homme d'un autre homme pendant les heures de travail ne porte pas atteinte à votre autorité. J'étais toujours debout devant Jenny, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Au fait, je vous ai apporté votre rapport trimestriel. Était-il vraiment nécessaire de faire irruption dans mon bureau? Jenny parlait déjà de son ton autoritaire habituel. Au fait, j'ai quelques questions à vous poser. Au cours des 6 derniers mois, vos chiffres ont presque diminué de moitié. Je ne peux plus tolérer cet état de choses. Vous devriez être licencié pour ce genre de travail. La meilleure défense est l'offensive. Il s'agit de changer de sujet. Jenny reprit finalement ses esprits, réalisant que son mari était un mannequin et qu'il ne scandaliserait pas. Alors, quel est le problème? Renvoie-le. Dois-je écrire une lettre de démission maintenant, ou vous me licencierez par article? J'étais en colère. Vous vous sentirez plus libre avec les amoureux. Elle rougit. Sortir. L'ordonnance de licenciement sera rendue aujourd'hui. Et ne vous embêtez pas, mon chauffeur apportera vos affaires. Elle se releva, bouillonnante de rage. Nous parlerons de notre vie à la maison. J'ai haussé les épaules et je suis sorti. Je suis un salaud et je suis censé être sous la botte de ma femme et sourire poliment à ses prétendants. Je suis passé devant la secrétaire embarrassée et suis sorti de la zone de réception. Mes effets personnels étaient rares au bureau. Je les ai rapidement jetés dans une boîte, et enfilant mon manteau, je me suis dirigé vers la sortie. Salut. Où vas-tu? Mon patron m'a demandé d'une manière perplexe. Maison, je ne travaille plus ici. Poliment, je lui ai souri et lui ai fait signe de partir. Attends, Eric, de nombreuses commandes se terminent sur vous. Les clients nous quitteront si vous démissionnez. Le chef marmonna confusément, essayant de me retenir. C'est bon, vous prendrez le relais. J'ai ouvert les portes et suis sorti dans le couloir. Les employés que j'ai rencontrés m'ont regardé avec regret. La nouvelle de mon licenciement s'est rapidement répandue dans le bureau. Les ouvriers avaient un nouveau sujet de discussion. J'ai remis mon laissez-passer au garde à la porte et je suis sorti, savourant l'air glacial de la liberté. Es-tu folle, Jenny? Licencier votre propre mari? Léona sautait même sur sa chaise. Que va dire ton père? Ah, Léona, il ne dira rien. Je pense que mon père voit avec qui je suis marié. Un clochard est un clochard. N'importe qui d'autre aurait fait une scène, giflé Hubert dans le cou. Jenny rougit même de colère juste. Mais celui-ci reste là, les yeux baissés. Il marmonne, mais quel genre d'homme est-ce? Jenny, tu as des enfants. Pourquoi provoquez-vous votre mari? La femme à qui vous parlez a tout oublié du café. C'est un bel homme. Écoute, tu trouveras quelqu'un qui s'intéresse à lui en un rien de temps. Léona, s'il te plaît. Qui le veut? Je ne sais pas, Jenny. Vous ne pouvez pas vous tromper. Au fait, les enfants sont-ils à lui ou pas? Léona regarda le visage de Jenny. Elle resta silencieuse, faisant semblant de ne pas entendre la question. Il est évident que les questions gênantes doivent être ignorées. Quelle idiote, pensait Léona. Le mari, Laure, est toujours à la maison avec les enfants. Ne boit presque jamais, adore sa femme, et elle, paniquée, n'arrive pas à trouver une place pour elle-même. Eh bien, chérie, je vais courir. J'ai beaucoup à faire. Léona se leva et embrassa son amie sur la joue. Bye bye. Le téléphone portable de Jenny sonna. Papa, la femme faite à la grimace mécontente. Ma fille, salut. Que se passe-t-il avec les contrats? Eric vous a apporté les contrats. Papa est allé droit au but. Au fait, il est bon. Il est devenu cool, ouais. Il est prêt à travailler avec nous, mais il souhaite qu'Eric calcule tous les risques et le contacte demain. Alors offrez une petite gâterie à votre mari ce soir. Il le mérite. Ouais,
J'organise une petite soirée de clôture ce soir. Je te verrai, toi et Eric. Nous aurons de la bonne viande et du bon vin. J'attendrai. Papa a ri et s'est évanoui. Oh merde. Jenny a même juré. Elle s'est rendue compte qu'après ce qui s'était passé dans son bureau, son mari ne l'accompagnerait nulle part. Son Altesse s'en était offusquée. Mais ça va, je n'aurais pas dû le mettre sous ma coupe. Elle a appelé une voiture, a laissé l'entreprise au député et est rentrée chez elle pour remédier à la situation. À la fête de ton père. Jenny, tu es folle? Prenez votre Uber, d'autant plus que vous êtes déjà ouvertement impliqué avec lui. Je lui tournai le dos, me concentrant sur le fait de verser du bourbon dans un verre. J'ai regardé la lumière, admirant la riche couleur de la boisson, et j'ai pris mon temps pour boire jusqu'au fond, avalant même les glaçons. Pour être honnête, je ne comprends rien à ce clair de lune, mais j'ai dû garder les bois. Eric a coupé les conneries. Hubert est juste notre partenaire. Nous n'avons pas et ne pouvons pas avoir de relation. Aya, elle hésita, cherchant le mot juste. Je n'aime que toi. Bizarrement, j'ai trouvé ses propos ambigus. Papa a vraiment demandé que nous soyons ensemble. Il veut te parler de quelque chose. Jenny m'a embrassé sur les lèvres, imitant une passion surnaturelle, et est allée s'habiller. Je suis resté là pendant un moment, réfléchissant, puis je suis allé aux toilettes, décidant de me raser. Alors que je pâchais devant notre chambre par la porte entr'ouverte, j'entendis la voix douce de ma femme. Jenny était au téléphone, essayant de ne pas attirer mon attention. Oui, ça va, il est incapable de jalousie. Assurez-vous de venir, nous aurons le temps. Elle rigola doucement. Oh, allez, juste toi. Bisous. Je me dirigeai rapidement vers la salle de bain. À notre arrivée, la fête battait son plein. Il fait nuit au début d'octobre, alors la pelouse de la maison de mon beau-père était éclairée par des lumières colorées. Pendant un moment, ma femme et moi nous sommes bousculés parmi les invités, faisant semblant d'être un couple amoureux. Puis Jenny a appelé sa mère et je me suis dirigé vers un groupe d'hommes blottis autour d'un barbecue. L'arôme alléchant de la viande rôtie flottait sur la pelouse. J'étais encore loin quand j'entendis une voix familière. C'est une vraie femme, nous serons bien. Le récent et impétueux Hubert racontait en riant quelque chose au camion-citerne qui l'entourait. Et le mari? Demanda quelqu'un. Le mari? Toi idiot, il gardera une bougie pour nous. Dit Hubert d'un air suffisant, tu aurais dû voir ce cocu. Je me tenais derrière lui et j'écoutais attentivement. C'est une bonne fille, et la façon dont elle gémit quand elle jouit. Hubert continuait de déclamer. Ouais, c'est un connard d'alpha. Jenny ne voit-elle pas avec qui elle s'amuse? Je pensais. À ce moment-là, les rires se sont arrêtés et tout le monde s'est tourné vers moi. Oh, espèce d'idiot, dit Hubert d'un ton moqueur, où est ta femme? Sa mère m'a appelé pour lui parler. Embarrassé, murmurai-je. Et de qui parliez-vous? Elle, la mienne. Hubert a ri, mais les pétroliers debout ne l'ont pas soutenu. Un silence inquiétant planait dans l'air. Hubert fut même surpris de cette tournure des événements. Il m'a regardé, mais il était trop tard pour battre en retraite. Il perdait la face. Courez, appelez-la ici. Dis que j'appelle. Il m'a poussé à l'épaule. Tout s'est passé très vite. Il y eut un craquement et Hubert, tenant maladroitement son bras, tomba brusquement sur le brasier chauffé au rouge. Sa joue droite touchait le fer rouge à cause de la chaleur. Une odeur distinctive de cuir brûlé se dégageait. Il resta un moment immobile, la joue brûlante, puis il tomba maladroitement dans l'herbe mouillée par la rosée du soir. Plusieurs hommes se précipitèrent autour de lui pour tenter de l'aider. La joue rouge vif était clairement visible au crépuscule du soir. Personne n'a réalisé ce qui s'était passé. Tout le monde a commencé à crier. Appelez une ambulance. C'est moi qui ai crié le plus fort. Oui, pauvre Hubert, il a eu un karma instantané. 2 en 1, un bras droit cassé et une joue grillée. Je me demande avec quelle main il tenait le verre. Ma voiture, dont le caoutchouc craquait sur les éclats de briques, s'est arrêtée devant le magasin abandonné. J'ai quitté la fête sans attendre le dénouement. J'ai décidé de passer la nuit hors de la maison ce soir. À une époque, j'avais acheté à petit prix une usine de construction métallique en faillite, située à la périphérie de la ville et entourée d'un bosquet de bouleaux. Ce n'était que mon acquisition. Ni mon beau-père ni ma femme n'avaient la moindre idée de mon achat. Seules quelques personnes connaissaient l'usine abandonnée. Et c'est surtout ceux qui faisaient le ménage. Ou plutôt, pas toute l'usine, mais seulement le 2e étage de l'atelier de montage. J'ai investi une certaine somme d'argent et transformé ce bâtiment le mieux conservé en un lieu de vie plutôt confortable. J'ai installé des caméras de sécurité, surveillant presque tout le périmètre de l'usine. J'ai également installé ici les caméras que j'avais chez moi dans ma chambre et mon salon. Quand je les ai installées, je n'ai pas pensé à l'infidélité de ma femme, au cas où. Je ne pensais pas que ce serait si tôt. Je me demande depuis combien de temps elle est avec ce connard. 6 mois par an, mais qu'importe,
Le plus important est d'avoir le temps de réaliser le projet et ensuite de faire plaisir à sa femme bien-aimée. Pourquoi avoir pitié d'elle? Alors faisons les imbéciles pour l'instant. Les locaux d'habitation occupent tout le deuxième étage de la boutique abandonnée. J'ai sorti un vieux réfrigérateur, une bouteille de vodka vide et je me suis versé un tiers de verre. J'ai ramassé un cornichon avec ma fourchette. C'est ce que j'aime, pas comme le clair de lune irlandais puant. En me versant un autre verre, j'ai réglé l'alarme et je me suis allongé sur le canapé. Je devrais me reposer. J'avais eu une journée difficile. J'ai vécu dans une famille heureuse pendant 5 ans. C'est exactement le temps qu'il s'est écoulé avant le tragique accident qui a changé mon destin pour le pire. Jusqu'au jour où mon père a été tué dans un accident de voiture. Ma mère n'a pas fait son deuil longtemps. Il s'avère qu'elle avait déjà un amant à ses côtés depuis 1 an et demi. C'est comme ça qu'elle l'appelait, Michael. Nous étions 2 enfants, ma sœur et moi. Nous étions jumeaux, un garçon et une fille. Ma mère a emmené Mary et est partie avec son nouveau mari au loin, me laissant sous la garde de ma mère. Je ne me suis pas très bien comporté avec ma grand-mère pendant 3 ans jusqu'à sa mort. Lors des funérailles, la mère prodigue s'est présentée habillée jusqu'aux gardes. Elle a rapidement vendu l'appartement de ma grand-mère et m'a mis en internat. J'avais déjà 8 ans et je savais exactement ce qui se passait. Ma mère est venue avec ma sœur qui a fait de son mieux pour rester loin de moi. C'était une princesse. Je n'avais pas non plus envie de montrer des sentiments fraternels. Dans ma mémoire, je me souviendrai toujours de la fille habillée en princesse qui grignotait des bonbons et qui m'a traité de mendiant. Il y avait beaucoup d'agressivité en elle lorsqu'elle m'a donné un caramel en le jetant sous mes pieds. Elle avait ce regard sur le visage comme « mange-le ». Après m'avoir jeté au pensionnat, ma mère et ma sœur ont rapidement disparu. Je suis resté seul au monde. Je ne décrirai pas ma vie. J'ai été là, mais une chose que j'ai vite apprise. Si vous ne vous protégez pas, personne ne le fera. J'ai appris à me frayer un chemin dans la vie avec mes poings. Pendant tout mon séjour au pensionnat, ma mère ne m'a jamais rendu visite. Apparemment, elle ne se souciait pas de moi. Après avoir terminé 11 cours, j'ai demandé à rejoindre l'armée. Le service était facile pour moi. Ainsi, après 1 an de service, je suis entré dans une école militaire. En servant dans l'armée, j'ai dû me promener dans les points chauds d'un pays et du monde en déclin. Lors d'une opération, j'ai été blessé à la tête. La blessure en elle-même n'était pas dangereuse, mais mon visage était défiguré. Aux frais de l'État, j'ai subi plusieurs opérations de chirurgie plastique, modifiant mon apparence au point de devenir méconnaissable. Même ma voix avait changé, devenant plus masculine. Quand je me suis regardé dans le miroir après la dernière chirurgie plastique, je me suis même aimé. Un homme brutal me regardait depuis le miroir, croqué par les mouches, qui sentaient la vie près du caddie. Je suppose que c'est à ce moment-là que j'ai eu un plan. Un plan pour réunir la garce sans cœur et sa fille. Je ne savais pas exactement ce que je ferais ni comment je me vengerais, mais j'étais sûr que ma vengeance serait terrible. Non, je n'allais tuer personne. Je voulais juste rendre leur existence insupportable, tout comme la mienne l'avait été. À la fin de mon contrat, j'ai été renvoyé sur le marché du travail civil. Ils m'ont serré la main, m'ont donné une médaille et un brevet militaire, puis j'ai été oublié en toute sécurité. À ce moment-là, mon chagrin s'était atténué et je n'avais pas cherché mon ancienne sœur et ma mère. Dieu était leur juge. J'ai trouvé un emploi de mécanicien dans une station-service. D'abord comme apprenti, puis comme mécanicien. Le salaire était petit, mais j'en avais assez. À l'automne, je suis allé à l'école. Je suis entré dans une université technique. Étudier était facile pour moi. De plus, j'avais déjà une formation d'ingénieur. 1 an plus tard, je suis devenu maître et après 2 ans supplémentaires, le propriétaire m'a proposé de participer à l'entreprise. Donc tout était en chocolat. Et puis tout s'est passé comme d'habitude. Lors de la fête d'anniversaire d'un collègue, j'ai rencontré Jenny. C'était une fille gentille et timide. Modérément jolie, moyennement affectueuse. Je l'ai courtisée pendant près de 6 mois quand, à ma grande surprise, j'ai réalisé que j'étais amoureux. À tel point que je ne pourrais pas imaginer ma vie sans elle. Elle m'a présenté à ses parents. Son père était propriétaire d'une grande entreprise de construction. Ma future épouse était donc habituée à vivre confortablement. Je n'ai pas caché que j'ai passé mon enfance à errer dans les internats. Mes parents fronçaient les sourcils, grommelaient mécontents, mais leurs filles ne sont pas intervenues. Avant le nouvel an, ils se sont mariés. 9 mois plus tard, un fils est né et 3 ans plus tard, une fille. À l'âge de 30 ans, j'étais devenu un bel homme qui se promenait dans la ville. J'ai capté les regards intéressés des filles et des jeunes femmes. Mais j'aime ma femme, sans mémoire. Plus j'allais loin, plus je l'aimais. C'est comme ça. Plus vous vivez longtemps avec une personne, plus vous vous immergez en elle. J'aime tellement ma femme. J'aurais donné ma vie pour elle, et ce n'était pas que des mots.
Il a donc fallu presque 8 ans avant que je remarque un changement chez ma femme. À un moment donné, les choses ont commencé à changer. J'étais soudain un perdant sans valeur, incapable de subvenir aux besoins de ma famille. Je travaillais dans une station-service, directeur adjoint, en étant copropriétaire. Et mon argent était toujours suffisant. Et maintenant, tout a changé. Quand je rentrais à la maison, la scierie se mettait en marche et le traitement psychologique commençait. C'est alors qu'apparut le moulin abandonné. J'y ai passé de plus en plus de temps, mais je ne soupçonnais toujours pas ma femme de me tromper. Jusqu'au jour où j'ai tout vu moi-même sur l'écran de mon moniteur. Et non seulement j'ai vu, mais j'ai entendu ce qu'elle disait de moi. Il y a un an, son père m'a trouvé un emploi dans son entreprise. C'est ainsi que j'ai fini par travailler directement sous la direction de son adjoint, qui se trouve aussi être ma femme. C'est comme ça qu'elle m'a finalement mis sous sa coupe. J'ai signé des contrats, transféré de l'argent, acheté du matériel, travaillant avant tout pour moi. J'étais motivé. Tous les membres de cette famille valaient l'argent des autres. C'est ainsi que le plan a vu le jour. Et rien ne pourrait me faire dévier du chemin que j'avais choisi. J'ai pris un plaisir sadique à préparer des issues de secours, avec l'intention de laisser des cendres derrière moi. J'ai pris plaisir à jouer le rôle du cocu, cocu. Si convaincant que tout le monde y a cru, surtout ma femme infidèle. Pour commencer, j'ai ouvert des comptes offshore où je transférais périodiquement de l'argent vers les entreprises de mon beau-père. Personne ne m'a pris au sérieux, me considérant comme un idiot. Ensuite, j'ai ouvert une société dans une autre ville où les fonds des comptes offshore ont commencé à affluer. Cette entreprise était encore dans l'ombre. Pour l'instant, quelques années après mon mariage, un collègue m'a rencontré et m'a proposé un travail intéressant à l'étranger, dans ma première spécialité. Mais j'ai refusé car j'étais au comble du bonheur. Il m'a laissé sa carte de visite en me disant que les personnes ayant mon profil et ma formation seraient toujours recherchées. Lorsque les problèmes avec ma femme ont commencé et que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de retour en arrière, j'ai composé un numéro en relief doré. J'ai obtenu un rendez-vous et un mois plus tard, je partais pour mon premier voyage d'affaires. À la fin, mon compte a été reconstitué avec une somme solide. Je vivais pleinement pendant que ma femme se démenait avec son Uber dont je ne me souciais plus vraiment. J'avais ma propre entreprise. Je disparaissais souvent de la maison, gagnant de l'argent pour les gauchers. J'étais maître de mon propre destin et je ne me souciais pas de la réalité qui m'entourait. J'en avais marre de mon amour. J'ai souffert, j'ai brûlé intérieurement. C'est ce qui arrive quand on vous crache régulièrement dessus. Je ne vais pas parler des femmes qui trichent. Les femmes sont différentes, mais j'ai été avec une. Je ne sais pas ce que Jenny espérait accomplir en m'humiliant aux yeux de son amant, de sa famille et de ses collègues. Mais je dois dire qu'elle était très habile à me rabaisser. Je me sentais seulement désolé pour les enfants. Mais après tout, je n'allais pas ôter la vie à leur mère. Alors que s'est-il passé là-dedans? Steven regarda sa fille en buvant cette gorgée de cognac. Je ne sais pas, papa. Quand je suis arrivé, Hubert se tordait de douleur dans l'herbe. Tout le monde criait et appelait une ambulance. Jenny regarda sa mère avec confusion, puis regarda son père. Elle avait peur de lui depuis son enfance et maintenant elle essayait de ne pas croiser son regard. Où était ton mari? Demanda sévèrement son père. Il était là aussi, à l'écart comme d'habitude. Répondit contentement Jenny. Pourquoi était-il censé aider l'amant de sa femme? Steven regarda sa fille d'un air menaçant. Comment savez-vous? Seul un paresseux n'en parle pas à voix basse. Vous avez perdu la tête. Que voyez-vous dans cet Uber suffisant? Depuis quand as-tu cessé d'être satisfaite de ton mari? La voix indignée de mon père semblait flotter au-dessus de nos têtes, monter jusqu'au haut plafond. Papa, Eric est incapable de jalousie. Il est incapable de lutter contre qui que ce soit. Je vous le dis, je l'ai étudié au fil du temps. Jenny se versa un cognac mais ne le but pas. Où est ton mari maintenant? Pourquoi n'est-il pas avec toi? J'ai accompagné Hubert à l'hôpital. À mon retour, Eric n'était plus là. Jenny a sorti son iPhone et a composé le numéro de son mari, mais son téléphone était déconnecté. Tu vois, papa a haussé les épaules avec colère. Alors où est-il maintenant, et où disparaît-il périodiquement? Steven a continué. Il est parti depuis des semaines. Il prend des vacances à ses frais, ou plutôt il l'a fait. Jenny regarda son père avec culpabilité. Comment ça? Il l'a pris? L'homme leva les yeux. Je l'ai viré. Tu as fait quoi? Répète ça. Je l'ai viré. Il devenait arrogant. Jenny ne savait pas quoi dire et essayait de s'accrocher à ses paroles. Le père regarda sa fille avec perplexité. Es-tu un idiot? Jenny baissa la tête. À l'époque, quand tu as commencé à sortir avec Eric, j'ai essayé de me renseigner sur lui. Vous savez, j'ai des relations, mais personne n'a pu découvrir quoi que ce soit. Une seule personne qui travaille dans une structure de pouvoir très importante. Mon père a levé le doigt, m'a dit d'arrêter de m'intéresser à Eric parce que c'était difficile.
Et tu me dis que c'est une pensée. Jenny regarda son père avec crainte. On m'a dit que ton Uber était tombé à plat ventre sur un grill chaud après avoir dit des choses obscènes sur toi. Pensez-vous que c'est une coïncidence? Papa criait presque, mais Eric était loin. Jenny a essayé de se justifier. J'ai l'impression que ma fille est une idiote impénétrable. Steven se leva indiquant à Jenny qu'il était temps de rentrer chez lui.